Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une théorie qui décrit une élite financière mondiale qui tirait les ficelles. On va décortiquer comment, d'après cette analyse, un groupe restreint tenterait de modeler l'économie et la politique à l'échelle de la planète. On commence fort avec cette citation de Samuel Huntington. Elle nous présente le personnage central de cette théorie, l'homme de Davos. En gros, ça part d'une élite qui se verrait comme apatride, qui opérait au-delà des frontières et des allégeances nationales. L'idée est claire, pour ce groupe, les nations, c'est dépassé. C'est un frein. OK, avant de continuer, c'est super important de bien faire la différence entre deux mots qu'on mélange souvent. C'est vraiment la clé pour saisir tout l'argument qui va suivre. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, on a la mondialisation qui est présentée comme un processus plutôt technique, presque naturel d'intégration des marchés. Mais de l'autre, on a le globalisme. Et ça, c'est décrit comme une idéologie, un vrai projet politique et économique qui serait poussé par une élite bien précise. Alors, c'est quoi au juste cette idéologie de l'homme de Davos? Allons voir de plus près les croyances et la philosophie économique qui, d'après la source, animent ce groupe. On voit trois idées principales qui ressortent. Premièrement, une loyauté qui irait au marché financier avant d'aller au pays. Deuxièmement, un rejet des traditions locales vues comme des obstacles. Et finalement, une identité qui se veut post-nationale. Le point central, c'est vraiment ce détachement de toute appartenance nationale pour se consacrer à un système financier global. Un concept vraiment au cœur de cette idéologie, ce serait ce que l'économiste Michael Hudson appelle l'économie poubelle. L'idée, c'est que le système économique serait fait pour que l'extraction de richesses, comme les intérêts sur la dette ou les profits de monopole, soit vue non pas comme un fardeau, mais comme quelque chose de positif pour l'économie. Ce tableau, il résume très bien le contraste. D'un bord, on a le capitalisme industriel classique qui cherche à produire des choses, des services. De l'autre, le capitalisme financier, qui a un but complètement différent, extraire de la richesse par les intérêts et les rentes. Le rôle de l'État change aussi. Au lieu de soutenir la production, il privatise. Et la dette n'est plus un outil pour investir, mais un moyen de transférer la richesse vers le haut. Bon, maintenant qu'on a vu l'idéologie, comment est-ce que ça s'applique concrètement? Comment ce modèle fonctionnerait au jour le jour? D'après l'analyse, le but ultime de ce modèle est, disons, assez direct. Il s'agirait de transformer les citoyens en une sorte de classe de serfs endettés. C'est une affirmation qui frappe fort et qui met la table pour la suite. Et voici comment ça se passerait, étape par étape. D'abord, on privatise les services essentiels, qui étaient publics. Ensuite, ces nouveaux monopoles privés peuvent fixer leur prix comme ils veulent, et donc extraire des rentes, c'est-à-dire des paiements constants, de la part des gens. Le résultat final, selon cette vision, c'est que le coût de la vie augmente pour tout le monde. OK, mais comment un système comme ça peut se maintenir? La source parle d'un genre de manuel, avec des outils et des stratégies qui seraient utilisés pour garder le contrôle à l'échelle du monde. Le premier outil, il est financier. En contrôlant les grands systèmes de paiement comme SWIFT et la monnaie de référence mondiale, le dollar, on peut isoler financièrement n'importe quel pays qui ne joue pas le jeu. C'est un véritable point d'étranglement. La deuxième méthode décrite est plus politique. Elle consisterait à s'ingérer dans les affaires d'autres pays, en finançant des mouvements d'opposition pour faire tomber des gouvernements qui ne coopèrent pas avec l'agenda économique global. Et la troisième méthode, c'est la gouvernance indirecte. Au lieu de diriger directement, le modèle préférait installer des leaders locaux qui doivent des comptes aux créanciers internationaux. Comme ça, on s'assure que les politiques du pays restent alignées sur les intérêts financiers mondiaux. Et tout ça, quelles sont les conséquences? On va maintenant regarder l'impact de ces politiques sur la société, mais aussi la résistance qu'elles commenceraient à provoquer. Les impacts sociaux décrits ici sont assez lourds. On parle de divisions de plus en plus grandes dans les sociétés, d'une perte de confiance dans la démocratie et d'un sentiment général que les vraies décisions échappent complètement aux citoyens. Mais ce modèle ne ferait pas l'unanimité. La source identifie une opposition qui prend de l'ampleur. Cette riposte, elle est incarnée par ce qu'on appelle un monde multipolaire, mené par des pays comme ceux des BRIC, qui proposeraient un autre modèle, un modèle basé sur la production industrielle et la souveraineté nationale. On termine donc avec cette question clé. Ce qu'on vient de voir suggère une vraie tension entre deux visions du monde. Une basée sur la finance mondiale, l'autre sur la production nationale. Laquelle des deux va prendre le dessus? La question reste ouverte et c'est une idée puissante sur laquelle il vaut la peine de réfléchir.